Bonsoir. Donc, une fois n'est pas de coutume, nous allons essayer de démarrer à l'heure. Il est 18h à ma montre. Très bien. Alors, je vais d'abord passer par les informations générales pour vous rappeler que cette conférence est en partenariat avec la médiathèque José Cabelnis et la mairie de Toulouse qui nous accueille. Également, la conférence sera enregistrée. Donc, ce qui pourra être dit dans les questions sera également dans les annales enregistré. Je vous rappelle qu'également les téléphones portables, il serait mieux quand même de les mettre en silence, sinon les éteindre. Bon, alors il y aura, après la présentation de José, il y aura une période de questions et de réponses. Et puis, je vous signale qu'également, le 20 septembre... non, pas le 20 septembre, là, il y a une erreur. Non, mais il y a une erreur. Sur la date qui figure là-dedans. La prochaine séance sera l'expérience d'Orne à bord de la mission lunaire Change. Voilà, donc elle sera présentée par Pierre-Yves Meslin, planétologue à l'Institut de recherche en astrophysique et responsable scientifique de l'expérience d'Orne. C'est, pardon ? 28 octobre. Ah, ben voyez, 28 octobre. Bon, eh bien voilà, c'est rectifié, donc vous pouvez le mettre dans vos annales. Alors, alors venons-en maintenant à la conférence d'aujourd'hui, qui a un thème qu'il ne faut jamais oublier et qui est formateur pour les jeunes. D'ailleurs, notre orateur est chargé justement chez son employeur, qui est un gros fabricant d'avions à Toulouse, vous voyez ce que je veux dire, de former également des jeunes cadres talentueux sur le fait qu'il peut y avoir beaucoup de réussite, mais de temps en temps, il existe des revers commerciaux, on va les appeler commerciaux. Certains peuvent être d'origine technique, d'autres peut-être dus à des circonstances, mais il n'empêche qu'il y a un certain nombre de programmes qui ont été développés et qui n'ont pas obtenu les résultats escomptés. Donc, José va nous en parler. On pourra en discuter d'ailleurs sur le sens de revers, suivant le périmètre que l'on choisit par rapport au programme en question. Je reviendrai là-dessus. Alors, je vais vous présenter l'orateur. L'orateur, vous le connaissez, en principe, pour ceux qui ont suivi il y a quelques années sa présentation, il a fait une conférence sur Hergé et les aventures de Tintin et Hergé qui suivaient l'évolution de la technologie aéronautique. Et lorsqu'on regarde effectivement des publications d'Hergé, on voit le cursus d'avancement de l'aéronautique depuis les années... C'était les premiers avions donc, sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Et puis après, ça s'est arrêté autour de Caravelle, si ma mémoire est à peu près... Même le 747. Oui, ce qui n'est pas une référence pour nous. Bon, allez, on va dire Caravelle pour nous, ça veut dire quelque chose. Bon, allez, ok, c'est vrai. Alors, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vais lire le résumé du CV de José. Donc, son nom, c'est José Miguel de la Viuda Sanz. Il est né en Espagne, à Soria, ingénieur aéronautique. Il a débuté sa carrière à Casa, a travaillé à la division d'engins tactiques aérospatiales. Et en 1987, il arrive à Toulouse, à Airbus, pour travailler dans le programme A3XX, qui deviendra l'A380. Là, il y travaille dans l'équipe de l'ingénieur en chef, à l'aérodynamique, et puis responsable des opérations un peu plus tard. Depuis 2016, il fait partie de l'équipe qui identifie les projets stratégiques pour Airbus commercial et facilite leur financement. Donc vous voyez
Il ne s'occupe pas que du passé, mais il essaye de réfléchir également à l'avenir en tirant les leçons du passé. Voilà. Voilà. Alors, je rappelle également que José, en plus de l'aviation, est un écrivain. Il écrit, puisque c'est une passion, il est co-auteur de 50 cahiers en avion Tintin, auteur du livre Hergé, Tintin et les avions, dont je viens de vous parler, et aussi de 2 romans publiés en espagnol, Los ojos del burro et Mr. Bertram. Alors celle-là, c'est un peu moins d'origine espagnole, là. D'accord. Plus 6 autres romans inédits. Voilà. Donc, José m'a proposé, après sa première conférence, qui nous a plu d'ailleurs, parce qu'elle était très intéressante, il m'avait proposé ce thème, le thème d'aujourd'hui, de la revue de revers, qui sont significatifs et qui permet de réfléchir. Donc il enseigne ça, comme je viens de le dire. Eh bien, c'est ce qu'il va faire pour nous cet après-midi. À toi, José. C'est bon. Bon. Et merci à tous d'être venus et merci Alain de ces gentils mots. Merci aussi pour les commentaires sur la conférence. Merci à Marc pour les commentaires qu'il m'a fait aussi. Bon, et ce soir, on va aborder un sujet dont on ne parle pas très souvent, c'est-à-dire les revers de l'histoire de l'aviation. Ce n'est pas un sujet glamour. Les gens parlent habituellement des succès, des exploits, mais aujourd'hui, non, on va parler des revers. Et pourquoi? Parce que lorsque les gens parlent, on va tirer les leçons, etc., généralement, on apprend plus des échecs que des succès. Et comme Alain l'a dit, je donne cette conférence 1 ou 2 fois par an dans les cursus des architectes d'avion, dans un fabricant d'avions basé à Toulouse. Commençons par définir qu'est-ce que c'est un revers. Bon. Évidemment, la première chose qui nous vient à la tête, c'est les prévisions de rentabilité, ce qu'on appelle en anglais les business cases non atteintes. Aussi, on peut dire que parfois, certains projets d'avion, ils sont menés à un dommage fort ou très fort à la réputation de la compagnie qui les a lancés. Et même dans certains cas, on le verra, ils sont menés à la faillite à ces sociétés. Aussi, capturer moins de 30% du marché vissé. Je ne veux pas dire 30% du marché total, 30% du marché vissé. Par contre, les concepts des revers ne dépendent pas du nombre d'avions construits, parce que des voitines, c'est sûr qu'ils ont gagné de l'argent lorsqu'ils sont construits, 4 des voitines 333 pour Air France. Et par contre, Lockheed, ils ont perdu beaucoup d'argent avec les Tristar, dont ils ont construit 250. Ce soir, on ne parlera pas ni des avions d'affaires. Vous voyez ici, pour ceux qui sont allés à Hambourg, avant, à l'époque, il y en avait un exemplaire là-bas, parce que c'était fabriqué là-bas. Des avions d'affaires, l'Ansajet, il a eu 50 de fabriqués. On ne parlera pas des programmes militaires qui n'ont pas marché, comme cet avion de chasse supersonique qui décollait de l'eau, un hydravion de chasse. Il y en a eu 2 de fabriqués. Et on ne parlera pas non plus des avions qui n'ont pas volé, comme les derniers 728 que l'on voit dans la photo. N'ayez pas peur, c'est la seule planche compliquée. Les premiers graphes montrent les nombres des types d'avions fabriqués à plus de 10 unités depuis le début de l'aviation commerciale, c'est-à-dire dans les années 20. Il y en a eu environ 270 types. Les codes couleurs montrent des tranches en fonction du nombre d'avions construits de chaque type. En plus foncé, moins d'avions, en plus clair, beaucoup plus d'avions. On remarque que le long du temps, les temps étant définis par la date du premier vol, on fabrique moins de types, mais les types sont fabriqués dans de plus grandes séries. Donc c'est ce qu'on voit dans les graphes d'en bas. Là, il y a tous les avions fabriqués au total. Il y en a eu 85 000.
on voit que, et pour que ce soit clair, tous les avions sont alloués à la date du premier vol. C'est-à-dire que tous les A320 fabriqués sont comptés dans la barre des années 80. Bon. Les décennies les plus prolifiques ont été les années 60, avec les Boeing 727, 37 et 47. Les années 80, avec l'A320, les Boeing 767. Et les années 90, avec l'A330, les Boeing 777 et la Boeing 737 nouvelle génération. Les graphes d'en haut à droite, c'est un graphe que je trouve passionnant, qui m'interpelle presque tout le jour. Et on voit l'évolution des coûts des projets d'avions, c'est-à-dire combien ça coûte de développer un nouveau avion, le long du temps. Bon, les coûts, parfois, sont publiés et parfois, ils restent secrets. J'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Mais on voit que le long du temps, malgré des outils de conception et des calculs plus puissants, malgré la conception assistée par ordinateur, des simulations numériques, faire un nouveau avion, ça devient de plus en plus cher. Par contre, les avions sont beaucoup plus sûrs et beaucoup plus performants pour le bonheur de nous tous. Bon, pourquoi est-ce que certains projets d'avions ont échoué ou pourquoi est-ce qu'ils sont subis des revers? Il n'y en a pas une seule raison. C'est comme la théorie du fromage suisse pour expliquer les accidents d'avion. Il y en a plusieurs circonstances qui s'accumulent. J'ai décidé de grouper ces raisons en famille. J'ai suivi comme guide un livre sur les échecs dans les batailles. Et donc, j'ai groupé les revers, les causes du revers en 7 familles. D'abord, l'excès de confiance. Ensuite, les événements externes imprévisibles. Changement de paradigme. Incapacité de mener à bien. Erreur majeure de conception, ingérence des ministres et mauvaise préparation. On va voir pendant les 50 minutes, 55 minutes qui restent, une trentaine de fiches. Et elles sont toutes pareilles. Hein. Donc il y a une photo, après avec des icônes et des dates qui nous parlent plus de l'avion, mais je ne rentrerai pas dans les détails, je vous laisserai lire. Les nombres des passagers, les types des moteurs, etc., l'autonomie. Ensuite, quelques lignes sur les contextes, une autre photo et l'analyse des raisons du revers, que c'est subjectif, et comme je vous dis, ça pourrait être dans une famille et dans l'autre. Et on démarre par les premiers chapitres, excès de confiance. On voit comme illustration le lieutenant-colonel Custer dans la bataille de Little Bighorn, une bataille où, s'il n'avait pas eu d'excès de confiance, s'il avait gardé son bon sens, il ne se serait jamais engagé. Alors, qu'est-ce que c'est l'excès de confiance? C'est un sentiment de sécurité qui rend les entreprises inconscientes des risques potentiels. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ces sentiments de confiance? Un sentiment de supériorité. On peut aussi parler d'arrogance, comme dit Larousse, traiter les autres d'une façon hautaine, blessante. Donc, voici les premiers exemples. C'est les Boeing 247, c'est l'avion que vous avez vu en début de la conférence. C'est le premier avion commercial moderne. Il était nettement supérieur aux avions de sa génération précédente, les Ford Trimoteur, les Fokker 7, les Fokker 10. Si vous regardez cet avion, de loin, il n'est pas si différent d'un Airbus A320. Il est fabriqué en métal, il a 2 moteurs, il a un train d'atterrissage rétractable, un cockpit pour l'époque assez fourni. Boeing a gagné de l'argent avec cet avion. Ils ont dépensé $300,000 pour le développer et ils ont eu 3 millions de recettes. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un échec? Bon, parce que la concurrence, ils sont vendus 950. Pourquoi? Bon, à l'époque, Boeing faisait partie d'un holding qui était propriétaire des Boeing fabricants d'avions et Boeing transport des passagers, ce qu'on appelle une compagnie aérienne qu'aujourd'hui s'appelle United. Bon. Monsieur Jacques Fry, qui était le président de la compagnie aérienne TWA, est allé voir Boeing, il leur a dit « On voudrait vous acheter votre avion. » Il a l'air d'être très bien.
Et bon, il a dit, ah oui, oui, pas de problème. Mais d'abord, il va falloir que vous attendiez à que United ait reçu ses avions. Donc, mais Sefra, il n'a pas aimé la réponse. Il est allé voir la concurrence, Douglas, et ensemble, ils ont conçu les DC-2. Les DC-2 qui pouvaient transporter 14 passagers par rapport aux 10 du Boeing 247, qui volaient 10% plus vite et qui ne coûtaient que 20% plus cher. Donc c'était un bien meilleur avion. Donc résultat, 200 DC-2 construits. Ensuite, ils font faire un DC-2 plus large avec 3 rangées de 7 qui étaient les DC-3, 600 vendus, plus 10 000 avions militaires, les C-47. Donc je ne vous raconte pas. Et ensuite, de l'autre côté, il avait Lockheed qui, avec l'Electra, le petit Electra, c'était un avion à peu près semblable en capacité au 247, mais était moins cher. Donc, ils ont vendu 150. Donc, cette arrogance des Boeing, des traités, la TWA comme ils l'ont traité, celle s'est menée à l'échec de leur projet. Et pourtant, l'avion était moderne. Un autre exemple d'arrogance de la part de notre confrère de Seattle, c'est les Stratocruiser. C'est un avion développé à partir des avions cargo C-97, qui était à son tour développé à partir du bombardier V-29, la même voilure, le même moteur. Cet avion avait une cabine pressurisée et un fuselage à 2 pompes, comme l'aurait à l'avenir les 380. Et malgré tout ça, ça a été un échec. Pourquoi ? L'idée des Boeing, c'était de faire un avion grand luxe, comme les hydravions d'avant-guerre, dont les Boeing 314, qui s'avaient vendu 10 cents, un peu plus. Et ils ont ignoré que la concurrence était en train de faire aussi des avions long courrier, moins luxueux, voire donc avec des coûts d'exploitation par siège et kilomètres plus bas. Et en plus, Boeing, ils ont eu ce devoir pour le développement de ces avions. Et finalement, ils n'ont vendu que 56. Les avions ont été reconvertis en cargo et certains dans Super Guppy, ce qui a fait les beaux jours d'Airbus. Fokker 70, c'est une longue histoire. Au début, il y avait les turboprops. Les turboprops, c'est une turbine à gaz qui entraîne une hélice. Bon. Et il avait les Fokker 27 qui marchaient bien. Et ensuite, Fokker a fait un petit avion jet régional, les Fokker 28. Les Fokker 28, il a fait son premier vol à la fin des années 60, comme les Boeing 737. C'était le seul avion régional propulsé par des moteurs à réaction. Il était seul dans les marchés. Dans les années 83, Fokker se sont dit, oh, on va faire un avion plus grand. Ils ont fait un avion plus grand, les Fokker 100, mais ils ont eu des problèmes de développement et des coûts de production, donc ils vendaient les avions à perte. Et Fokker était sur le bord de la faillite. Donc ils sont appelés leur actionnaire, qui était le gouvernement néerlandais, qui a mis l'argent sur la table à 3 conditions. Première condition, qu'ils mettent en place un projet de réduction des coûts. Deuxième condition, qu'ils se trouvent un partenaire industriel. Et troisième condition, c'était la dernière fois qu'ils venaient à la rescousse. Bon, donc, Boeing et Fokker, ils ont lancé son projet de réduction des coûts. Ils se sont trouvés un partenaire industriel dans les figures des Dassault, les Allemands, qui étaient partenaires d'Airbus. Et ils ont commencé à sortir un peu à flot. Mais en voyant tout ce qui s'est passé, que les marchés des avions, des petits avions régionaux étaient en ébullition, ils se sont dit, oh non, on ne peut pas laisser les Brésiliens et les Canadiens rentrer dans ces marchés. Nous, on était les rois du marché. Il faut faire quelque chose. Et donc, ils ont fait une version raccourcie des Fokker 100, qui étaient les Fokker 70. Et là, pour des raisons diverses, l'avion est devenu trop cher. Ils ont vendu les avions à perte et ils ont fait faillite. Il faut dire que leur montage était un peu compliqué parce que la conception et la production s'est faite aux Pays-Bas et la gestion et les ventes s'est faite en Allemagne. Mais bon, donc ils arrivent à la faillite et le gouvernement hollandais a tenu parole. Et ça a été la fin des Fokker, un grand nom de l'histoire de l'aviation,
comme fabricant d'avions. Je parlais des Fokker, un grand nombre de l'histoire de l'aviation. Fairchild et Dornier, pareil. Donc, Dornier, Claudius Dornier, il faisait des avions dans les lacs de Constance, en Allemagne. Donc, il faisait ces turboprops, pardon, les Fokker 328 que vous voyez dans la photo. Comme ils ont vu aussi qu'il avait de l'engouement pour le petit réacteur, ils se sont dit on va transformer l'avion turboprop, on va mettre des vrais moteurs à réaction. On a plein de réserves, ça sera facile. Bon, soit. Peu de temps après, ils sont fusionnés avec Fairchild, la société américaine. Et là, leur montage était aussi compliqué, comme celui de tout à l'heure. Conception et fabrication en Allemagne, gestion de programmes et vente aux États-Unis. Et peu de temps après, de la fusion, l'avion à jet était déjà lancé, ils ont décidé on va faire en plus une nouvelle famille d'avions, les 428 et les 728. Donc, ils se sont mis eux-mêmes dans ce qu'on appelle un orage parfait. Donc, parce que d'abord, les ventes de turboprop, qui étaient leur vache à lait, ça ne marchait pas. Ensuite, ils avaient des surpassements dans les coûts de développement de l'avion à jet, des 328 jets. Et en plus, ils devaient payer pour le développement de 2 nouveaux avions qu'ils voulaient faire. Donc, ils n'ont pas eu de liquidité et ils ont dû déclarer la faillite. Et on va parler d'Airbus. Il faut aussi se regarder dans le miroir. Lorsque je suis arrivé à Toulouse dans les années 97, à côté du bâtiment où on faisait la 3XX, il y avait des équipes d'Airbus, des équipes chinoises, des équipes italiennes qui travaillaient sur un petit avion régional à jet, turboréacteur. Et on savait qu'en parallèle, les avant-projets d'Airbus étudiaient une version raccourcie de l'A319. Bon. La joint venture avec Chinois et Italiens, ça n'a pas marché, et Airbus a lancé l'A318. Je vous épargne les détails croustillants qu'Adolfo Revuelta, à l'époque vice-président d'Airbus, avait partagé avec moi sur le lancement de l'avion lors d'un pot de départ. Quelle était l'intention d'Airbus? L'intention d'Airbus était d'entrer dans les marchés des avions pour 100 passagers, mais aussi de barrer la route, difficulter les ventes, appelez comme vous voulez, des avions de Boeing, les 717 et les Boeing 737-600. Bon. Malgré les problèmes avec les moteurs d'origine, Pratt & Whitney, même Air France a acheté ses Airbus 318 avec des moteurs CFM, les paris étaient gagnants. Et les Boeing 717, on le verra tout à l'heure, et les 737-600, ils ont vendu 69 avions. Airbus a vendu 80 unités du 318, dont une vingtaine des avions d'affaires. On a gagné de l'argent, mais probablement on a complexifié notre système industriel. On change de chapitre, on passe aux événements externes imprévisibles. Donc, est-ce que les êtres humains, à part Michel de Nostradamus, peuvent prédire l'avenir? Je dirais que non, parce qu'on aurait tous joué à l'auto et on serait à la plage, à la montagne, ou je ne sais pas où. Mais quand même, et les dirigeants d'entreprise doivent essayer d'anticiper, de prendre des risques calculés. Ça fait partie des règles d'or du management. Deuxième échec de Boeing pour entrer dans le marché des avions commerciaux, les Boeing 307 Stratoliner, un avion fabriqué ou conçu à partir des bombardiers B-17. C'était le premier avion à avoir une cabine pressurisée. La pressurisation se faisait à l'aide des moteurs électriques, comme celle de Boeing 787, qui apparemment les gens pensaient que c'était tout nouveau. Malheureusement, Boeing a perdu un prototype lors des essais en vol, mais l'avion n'était pas mauvais. Howard Hughes en a commandé un il voulait faire le tour du monde, il voulait battre un record. Mais le 7 décembre 1941, la marine japonaise a attaqué Pearl Harbor. Les Américains sont entrés dans la Deuxième Guerre mondiale. Bien entendu,
Les transports des passagers, ça a été fini, et les Stratoliner qui étaient disponibles, on était réquisitionnés pour transporter des généraux et des hauts fonctionnaires tout le long de l'Atlantique. Il y en a eu 56 des fabriqués. Et Concorde, l'avion de ligne le plus rapide du monde, une prouesse technique, et petit déjeuner à Londres, déjeuner à New York, dîner à Paris. Exemple de coopération internationale, 200 commandes, mais en octobre 1973, M. Sadat ordonne à son armée de traverser les canaux de Suez. La guerre de Kippour démarre. Les Américains mettent un pont aérien où ils amenaient les avions de chasse avec des ravitaillements jusqu'en Israël. Les pays arabes ripostent avec un embargo du pétrole, les prix du carburant flambent et Concorde n'était plus rentable. Donc, Air France et British Airways ont été forcés d'acheter l'avion parce que leurs propriétaires étaient les propriétaires des fabricants. Au début, ils perdaient de l'argent, mais à un moment, quelqu'un a posé la question aux gens qui voyageaient en Concorde, savez-vous combien ça coûte les billets? Ah non. Donc, ce n'était pas leur problème. Il y avait d'autres gens qui payaient les billets, c'était ses assistants. Donc, ils ont fortement augmenté les prix du billet et l'opération de Concorde a été rentable tant pour Air France comme pour British. McDonnell Douglas MD-90, cet avion est la troisième évolution d'une famille assez successful d'avions qui a démarré avec les DC-9 des fins des années 60, l'MD-80 fin des années 70. Et cette évolution avait pour but de monter un poste de pilotage à tout écran, je ne sais pas si c'est le bon français, et qui était la même famille avec les MD-11. Mais les Douglas et Boeing ont fusionné et le conseil d'administration a décidé d'arrêter cet avion pour donner la priorité au Boeing 737-600 qui a été eu moins de fabriqués que du MD-90. Et la quatrième évolution de la famille, c'était les 717, mais à l'époque c'était un avion Douglas. Et cet avion avait de nouveaux moteurs, de nouveaux cockpits et de nouveaux systèmes. Et ils se sont mis quand même dans un marché qui était compliqué parce qu'il avait Embraer, il avait Bombardier et il avait aussi l'Airbus A318. On a beaucoup parlé d'Embraer et de Bombardier. En fin de course, Embraer aura livré 1200 avions de sa famille et Bombardier presque 2000. Bon. Suite aux attentats du 11 septembre, les marchés des petits avions, il a subi une contraction et les ventes de 77 se sont arrêtées et le programme était fini, hein, avec 156 fabriqués. On revient toujours aux chiffres. Et changement de paradigme. Qu'est-ce que c'est un paradigme? D'après les Larousse, c'est un modèle théorique qui oriente la pensée, la réflexion scientifique. Mais dans les contextes de ce soir, je préfère la définition de l'Académie espagnole, qui est une théorie acceptée sans être remise en question, ça c'est la subtilité, qui sert à l'aide au débat pour la résolution des problèmes. Donc, paradigme, est-ce qu'un avion doit avoir un moteur à piston ou un moteur à réaction? Est-ce que le réseau d'une compagnie aérienne, c'est du point à point ou des hub and spoke? Pardonnez-moi l'anglais. Bon, et ça, c'est des exemples de paradigmes. Bon, et on démarre avec cet avion, l'Airspeed Ambassador, un avion assez rare avec ses dérives en triple. Cet avion a été développé suite aux recommandations du comité Brabazon. Le comité Brabazon, c'était un groupe de gens assez savants qui siégeaient ensemble pendant la Deuxième Guerre mondiale sous la présidence du baron Brabazon pour définir les types d'avions civils que la très forte industrie aéronautique britannique ferait après la guerre. Ils sont conseillés de faire un avion pour remplacer les DC-3, donc les Aspire Ambassador, mais aussi un turboprop, comme j'ai dit, une hélice qui est entraînée par une turbine à gaz, les Vickers Viscount. Les Vickers Viscount, c'était un franc succès, plus de 400 fabriqués.
Bon, revenons à l'ambassadeur, qui avait une cabine pressurisée, qui était un avion assez confortable, mais qui a eu un problème de sécurité. Il a eu 6 sur les 23 avions fabriqués, et on a eu des accidents assez graves, notamment celui qui est arrivé en 1958, où la plupart de l'équipe de foot de Manchester United a péri lors d'un accident au décollage de Munich. Il revenait d'un match de Coupe d'Europe à Belgrade. Il neigeait, les pilotes n'auraient jamais essayé de décoller. En plus de ce problème de sécurité, les propriétaires de Havilland avaient plus intérêt sur Comet que sur cet avion. Et en plus, il avait la concurrence d'un avion américain, les Convair Liner, qui était acheté par Sabena, Swissair et d'autres compagnies en Europe. Mais le vrai problème, c'était que c'était pas l'époque, c'était pas les moments de faire des avions avec des moteurs à piston. C'était les turboprops qu'il fallait avoir développés. C'est pour ça que les Vickers Viscount ont marché et pas l'ambassadeur. Et ça n'arrivait qu'en Angleterre. C'est les cas du Breguet de Pont. C'est les premiers avions européens à 2 ponts. Cet avion avait des coûts par siège inférieurs à ceux de Douglas DC-4, sauf que le DC-4 avait fait son premier vol 7 ans plus tôt. Un avion qui a été utilisé par Air France et par l'armée de l'air française. Mais, si vous regardez, les premiers avions à turboprop, les Vickers Viscount, avaient volé 7 mois plus tôt. Les premiers avions propulsés par des moteurs à réaction, avions commerciaux, allaient voler 5 mois plus tard. Est-ce qu'ils n'avaient pas vu que les temps changeaient? Bon, en plus, la Caravelle rendra les Breguet de Pont obsolètes. Il n'y en a qu'une vingtaine de fabriqués. Et si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller au ciel ancienne du côté d'Aeroscopia parce qu'ils en ont. Les Sanderau Princess, ça c'est un gros hydroavion. Et cet avion n'est pas un fils du comité Brabazon. C'est un avion qui a été proposé par les fabricants d'hydravions britanniques au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire revivre l'âge d'or des hydravions, avec les sortes, Empire Boat, etc. Mais de toute façon, ils n'avaient pas compris qu'il avait eu la guerre et les données avaient changé. Maintenant, il n'était plus nécessaire de décoller de l'eau pour traverser les océans. Avec la guerre, on avait développé des avions qui étaient plus efficaces d'un point de vue structure, des trains d'atterrissage plus robustes et des pistes d'atterrissage très très longues. Donc, personne ne voulait de cet avion. Ça a créé des débats houleux à la Chambre des communs. Bon, finalement, les prototypes, si vous regardez, il était propulsé par 6 moteurs, 4 plus 2. Il avait 25 000 chevaux de puissance installée. C'est énorme. Bon. Le prototype a fait son premier vol. Les 2 autres qui étaient entamés les sont arrêtés. Lorsque le programme a été arrêté, ils ont mis les prototypes en longue mothball, en stockage. Ils ont songé à l'utiliser pour transporter des tronçons d'Apollo. Mais ils ont ouvert le prototype, ils ont vu que c'était plein de corrosion, donc même ça n'a pas marché. Après les succès du Vickers Viscount, Vickers se sont dit on va faire un autre turboprop, mais pour les moyens longs courriers. Allez, donc ils ont fait les Vickers Vanguard. C'était un avion surmotorisé. Il pouvait voler straight en level, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais j'espère que vous avez compris, avec un seul moteur. Hein. Bon, sauf que la Caravelle pouvait transporter à peu près les mêmes nombres de passagers plus rapidement. Les avions américains, les 707 et les DC-8, ils pouvaient transporter plus de passagers et plus loin. Et en plus, ils ne savaient pas tirer les leçons du Bristol Britannia, un autre turbopropulseur qui, lui, il a été proposé par les comités Brabazon, qui avait échoué. Donc les Vanguard, ils ont fini leur vie comme avions cargo, 44 fabriqués. Saab 2000, Saab avait un turboprop, le Saab 340, qui marchait très bien.
Et alors, quelqu'un de chez Saab, ils ont eu l'idée de dire, si on fait un turboprop qui va très vite, nos clients vont pouvoir faire plus de serments dans la journée, ils vont avoir plus de recettes, ils vont gagner plus d'argent. Ils ont installé des très très gros moteurs. L'avion volait 5 km/h plus rapide que les autres turboprop. Donc, ils ont installé de gros moteurs. À l'intérieur, la cabine était bruyante, mais ils ont mis un contrôle de bruit actif qui marchait très bien. Je vais vous dire, j'en ai pris l'avion parce que pour aller à Brême. Les voilures étaient fabriquées à Cassa, Séville. C'était des voilures en métal collées. Mais la techno, ça ne marchait pas très bien parce que d'après ces comédies, elles sortaient avec pas mal d'arrivées. Mais leur principe de base n'était pas tout à fait correct. Parce que, oui, les clients allaient gagner plus d'argent, mais les coûts de maintenance d'un turboprop avec cette boîte à engrenage compliquée sont plus élevés que les coûts de maintenance d'un turbojet. Donc, les clients ont fait la somme. Ils ont acheté des Embraer, ils ont acheté des Bombardier. Donc, il a eu que 63 de fabriqués. Et on va terminer 7 chapitres avec l'Airbus A380. J'ai travaillé 19 avions de 19 ans de ma vie, donc je les porte dans mon cœur. Au début, il avait un projet, les VLCT, qui était fait entre Douglas, Boeing et Airbus pour faire un remplaçant du 747. Douglas a abandonné les projets, ensuite Boeing a abandonné les projets, et Airbus a décidé de continuer toute seule. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais une, c'est que Boeing gagnait beaucoup d'argent avec les 747, et avec ça, il subventionnait plus ou moins les prix des 737, qui faisaient une concurrence et à Airbus, surtout à l'Airbus A320. Nous, à l'époque, on faisait du marketing de l'avion avec cet dessin que vous voyez, avec les 4 vecteurs qui propulsaient l'A380. C'était l'économie, c'était l'environnement. C'était à l'époque, on ne parlait pas de sustainabilité comme aujourd'hui. Et la congestion des aéroports et l'augmentation du trafic. Et, comme disait M. Lagardère, au moins c'est comme a dit qu'il disait, pas des single company, pas des 380 dont les 380 a été clé pour la création de l'Airbus tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il a été décisif pour l'expansion d'Emirates comme compagnie aérienne du niveau mondial. On voit tous dans les maillots de foot, équipes de foot. Et aussi, je pense que le reste, c'est l'avion préféré des passagers. Bon, on a lancé l'avion en fin 2000. Et on a eu les problèmes de câblage. Et on ne sait pas si c'est pour ça ou pas, mais la deuxième vague des clients qu'on s'attendait, elle ne s'est jamais manifestée. Ce qui a vraiment tué les 380, c'est la réglementation ETOPS. ETOPS, ça veut dire le temps qu'un avion bimoteur peut voler avec un seul moteur, parce que l'autre est tombé en panne. Avant, en 1988, les avions avaient le droit de voler 3 heures avec un moteur en panne. Et ça a évolué. En 2009, ils avaient le droit de voler pendant 4 heures avec un moteur en panne. Ça veut dire que les gros moteurs peuvent aller à peu près n'importe où dans le monde. Et donc, les messages que j'ai négociés avec les stratégies d'Airbus, c'est qu'un délai trop long entre les moments où on a décidé on y va et l'entrée en service nous a mené à concevoir un quadrimoteur avec des moteurs qui étaient une demi-génération derrière les moteurs des gros biréacteurs qui vont arriver derrière. Mais ça reste une belle histoire technique et humaine. Chapitre 4, incapacité de mener à bien. Vous voyez ici des blindés américains lors de la bataille des Kasserines en Tunis en 1942, qui a été une puissante défaite pour les Américains. Bon, c'était le bon avion sur les papiers, mais il est arrivé trop tard dans les marchés, il n'a pas eu de ventes. C'était le bon avion sur les papiers, mais les calculs ont été mal faits et les performances n'ont pas été tenues. C'était le bon avion sur les papiers, mais les coûts sont devenus trop chers et on vendait les avions à perte. On verra des cas avec 1, 2 ou 3 raisons. L'Armagnac.
L'Armagnac, c'était un avion qui était dans les cartons de descente de l'SNKC dans la fin des années 30. Après, le projet s'est arrêté suite à la guerre, il a été repris. Et cet avion, la SNKC a décidé de suivre une approche développée pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on ne fabriquait pas d'avions d'essai. On faisait les essais en vol sur les premiers avions clients. Et les premiers avions clients s'est crashé ici à Toulouse. Mais les problèmes, ce n'était pas ça. Par exemple, la conception n'était pas bonne. La cabine était grande, voire trop grande, voire excessivement grande. Et entre ça et d'autres choses, les performances n'ont pas été atteintes. Il manquait 1500 km d'autonomie. Et donc, l'avion était trop gros pour les petits segments. Il ne pouvait pas faire les gros segments. Donc, même Air France n'a pas voulu de l'avion. Donc, c'est je n'arrive pas à lire, mais vous pouvez lire les noms de la compagnie. Il y en a eu 9 de fabriqués. Et Bristol Britannia, c'est notre fils du comité Brabazon. Donc, c'était un avion moyen long courrier propulsé par des turboprops. Mais les essais en vol se sont prolongés parce qu'il y avait eu les accidents du Comet. Ensuite, ils sont perdus en prototype suite à des problèmes de moteurs. Et ensuite, les clients, BOAC, il n'a pas fait une bonne publicité de l'avion, surtout il n'a pas fait une bonne publicité du moteur. Donc, résultat des courses, lorsque l'avion est arrivé sur les marchés, il y avait déjà les avions américains à réaction, les 707 et les DC-8 qui ont pris les marchés. Bon, l'avion en soi-même, lorsqu'il a été lancé, il n'était pas si mauvais. Il était meilleur que les avions américains à moteur à piston. Et l'analyse de rentabilité, grâce aux 14 commandes de la force aérienne, il était ténu. Mais ça n'a pas été un succès. Même comme les Trident. Les Trident, c'est le premier avion à avoir fait un atterrissage automatique avec des passagers en 1965. Les premiers avions à avoir fait un atterrissage automatique en vol d'essai, c'était la Caravelle, il y a 63 ans et un jour. Bon, le besoin initial pour les Trident fut formulé en 1956. Et ensuite, il s'est ensuivi un jeu de ping-pong entre les gouvernements, la compagnie aérienne BOAC, qui était publique, et les fabricants Hawker Siddeley, qui étaient aussi publics. Ils ont changé les cahiers des charges, etc., etc. Ils sont mis en temps fou à se mettre d'accord. Et lorsqu'ils sont arrivés sur les marchés, en 1964, les marchés étaient déjà pris par les DC-9 à les 727. Donc il a eu une centaine de fabriqués. Et on ne parlera pas des problèmes de fatigue sur la voilure. Les McDonnell Douglas MD-11, c'était la version modernisée du DC-10. D'après ce que j'ai lu dans les études de rentabilité initiale du DC-10, était déjà prévu de faire une version rallongée, avec une nouvelle voilure, avec avec un cockpit tout écran. CASA, en Espagne, seraient les fabricants de la queue. Bon. Ils ont mis quand même 4 ans entre les lancements et l'entrée en service, ce qui est pas mal. Mais ils ont raté complètement le développement. Ils vendaient les avions à 100 millions, alors que ça leur coûtait 125. Ils ont raté les performances des 1000 km. En face, ils avaient l'Airbus A330, l'Airbus A340, les 777, qui étaient des bien meilleurs avions. Donc, il vous laisse faire les calculs, 25 millions fois 250, ça va vite. Hein. Et on va finir avec un avion japonais, les Mitsubishi SpaceJet. Donc Mitsubishi, fabricant de l'avion légendaire du début de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont décidé d'entrer dans les marchés fortement concurrents de petits avions. Bon. Ils ont lancé son avion, les concepts, ils l'ont dévoilé au Salon du Bourget de 2007. Et en 2008, après avoir eu des commandes, ils ont lancé les projets. Et objectif d'entrer en service, 2013, 5 ans de développement, ce qui est pas mal. Hein. Concept gelé en 2010, jusqu'à là tout allait bien.
Mais ils ont eu des problèmes avec la certification des moteurs, des qualifications des pièces. Et fin de 2012, l'entrée en service était décalée jusqu'à 2017. En 2015, ils ont eu des problèmes avec la voilure et avec les trains d'atterrissage, un an de retard. Et début 2017, ils ont dû changer la position de la soute avionique, probablement par des problèmes d'analyse des risques. Bon, 200 de plus. Bon, Mitsubishi, finalement, ils ont fini pour acheter les programmes Bombardier et ils ont terminé, dans les sens britanniques du terme, ils ont terminé les projets en 2023. Erreur majeure des conceptions. Bon, ici, il y a beaucoup des ingénieurs, ce n'est pas moi de vous apprendre qu'on essaye de pousser les limites. Faire voler des choses plus lourdes que l'air, ce n'est pas évident. Et on explore, c'est lorsqu'on parle d'ouvrir l'enveloppe de vol. Mais dans certains cas, les principes basiques, les fondamentaux n'ont pas été respectés. Et ça a amené à des accidents. Vous savez très bien ce qui se passe lorsqu'il y a des accidents d'avion. Le cas du Comet, un fils du comité Bravasson. C'était le premier avion à ligne commercial à réaction à entrer en service. Au début, il y a eu 2 accidents. Ils se sont dit, oui, c'est des erreurs de pilotage. C'est vrai que les mouvements de rotation, la manœuvre de rotation, c'est pas évidente. C'est pas grave. Ensuite, il y a un autre. Ils se sont dit, ah, c'est les turbulences. L'orage était tellement forte qu'on ne pouvait pas la prévoir. Bon. Et puis, en 1954, il y a un avion qui s'est crashé au départ de l'Italie. Et des Javilans, à eux-mêmes, pas les autorités, ils ont cloué la flotte au sol. Ils ont fait quelques recommandations, quelques changements de design, mais bon, les avions ont repris les vols. Et il y a eu les Sud-Africains 201, aussi à départ d'Italie, à direction du Caire, qui s'est aussi crashé en Méditerranée. Bon, donc là, c'est les autorités qui ont grondé la flotte. Churchill, qui était à l'époque Premier ministre, il a donné l'ordre à la marine britannique de retrouver l'épave. Ils ont retrouvé l'épave. Mais ils ne sont pas sûrs qu'est-ce qui s'était passé. Alors, il y avait des gens qui soupçonnaient de la fatigue des métaux. Les métaux, à force de leur faire travailler, parfois ça casse. Donc, des Havilland, ils ont mis une cellule, un fuselage, un vrai fuselage de production dans une piscine. Ils ont rempli la piscine d'eau. Ils ont commencé à faire des cycles de pressurisation, comme si l'avion était en vol. Et au bout des 3000 cycles, c'était 1200 cycles vrais et 1700 simulés, au l'inverse, un grand boom, le fuselage explose. Ils ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a fait des cycles fatigue sur ce qu'on appelle les cellules essai fatigue. Et il avait tenu 16 000 cycles. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ils ont sorti les fuselages de la piscine et ils ont vu cette image que vous voyez dans la photo, des trous, des grosses criques qui sont apparues autour des sublots carrés. Et donc, la thèse de la fatigue a été confirmée. Les sublots carrés produisent des concentrations d'effort et donc, oui, les structures travaillent plus en fatigue. Ils avaient fait des calculs, mais les calculs de l'époque, les méthodes de calcul de l'époque pour la fatigue étaient moins développées. Mais vraiment, à mon avis, il a un très bon rapport de l'AFA, vous savez, en bas. Ce qui s'est passé. Sur la cellule de ces fatigues, il s'avait fait un traitement de moulage à froid. Et ces traitements donnaient une meilleure tenue en fatigue au sublot. Et sur les avions de série, pour des raisons probablement de réduction des coûts, ça a été supprimé. Et donc, ça ne tenait pas en fatigue. Bon, résultat, la flotte grandait, il a fallu reprendre la conception des avions, changer la forme des sublots. Et lorsque les nouveaux Comet étaient disponibles, les marchés étaient pris par les Boeing 707 et par les DC-8. Un autre cas, c'est les Lockheed Electra, conçus avec la grande expérience de Lockheed sur les constellations et sur les petits Electra dont j'ai parlé au début. Et de tous les 3 gros turboprops qu'on a vus, et les plus petits. Ensuite, il y avait les Viscount et ensuite les Britanniens.
Bon, c'était une petite voilure et gros moteur. En septembre 1959, il a un avion qui a explosé en vol. Et quelques mois plus tard, en mars, la même chose. Donc, il a eu une enquête, donc il a une très bonne référence dans les sites de la FAA américaine. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? L'installation des moteurs sur la voilure n'était pas bien faite. Les vibrations des moteurs se transmettaient à la voilure commençait à vibrer et finalement s'est cassée. Donc, ils ont arrêté la flotte des vols. Il n'a plus de commandes. Personne n'a commandé cet avion. Les clients ont perdu la confiance dans l'avion. Et donc, ils ont livré l'avion qui restait, modifié. Donc, ils ont mis 57 millions de pertes et ils ont dû payer 55 millions en dommages et intérêts. Et même, il a eu 170 fabriqués avec des records de sécurité très mauvais. Bon, les voici. Monsieur Sergio Moore, premier brabasson d'État, député et militaire, membre du Conseil privé de Sa Majesté, chevalier de la Légion d'honneur, joueur de golf émérite, dirigeant de golf émérite. Il a fait de la luge à 70 ans. Et brevet numéro 40 de l'Aéroclub de France, mars 1910. Brevet numéro 1 du Royal Aeroclub anglais. Premier britannique à voler au Royaume-Uni. Et il avait du sens de l'humour, parce que c'est le premier à avoir fait un cochon voler. Et, vous l'avez imaginé, président des comités homonymes. Bon, les politiciens se sont toujours intéressés à l'aviation. Hein. Ici, à Toulouse, on le sait. Et certains pour des raisons de court terme, l'emploi, ou certains pour des raisons stratégiques. Mais les plus dangereux, c'est ceux qui se prennent pour visionnaires de l'aviation, qui savent plus que personne. Et j'ai un exemple, Marc ne l'aime pas l'exemple, mais bon. Kennedy a dit il faut aller sur la Lune. Donc il a tracé la voie. Après, c'est Johnson qui s'est occupé des détails. Dans l'autre extrême opposé, vous savez, Hitler qui rentrait dans les plus petits détails d'utilisation du Messerschmitt 262. Mais bon, on va voir quelques exemples. Je ne sais pas si vous connaissez cet avion. Moi, je l'ai découvert lorsque je me suis mis à écrire sur ces sujets. C'est les Avro Canada Jetliner. Un avion propulsé par des moteurs à réaction. C'était des compresseurs centrifuges, comme vous voyez dans la photo. Cet avion a failli être le premier avion à réaction à effectuer son premier vol. Et il a eu des problèmes avec la piste d'atterrissage, avec la longueur, et c'est pour ça que c'est le Comet qui a fait son premier vol en premier. Bon. Ensuite, ils ont fait de la pub en faisant transporter du courrier entre Toronto et New York. Howard Hughes a fait quelques essais, il était un bon avion. Mais tout d'un coup, le gouvernement canadien a ordonné à Avro Canada de sortir les ingénieurs de ces projets et de les remettre à travailler sur un nouveau projet, un avion de chasse, les CF-100, parce que les Russes arrivent. En plus, les Russes sont très proches du Canada. Donc, la campagne d'essais en vol et d'amélioration des avions, de l'avion suite aux essais en vol, etc., arrêtée. Et lorsque les ingénieurs sont revenus, les clients qui étaient Transaéro Canada, il avait déjà acheté des Douglas DC-8. Donc, c'est au gouvernement canadien de prendre la responsabilité. Les Bristol Brabazon, c'est évidemment un fils du comité. Et c'est l'avion le plus grand construit au Royaume-Uni. Il a une envergure de 70 mètres, presque la même qu'un A380. Il a fallu fabriquer un hangar spécial à Bristol, à l'usine, que maintenant on nous dit que ça va être utilisé pour des événements, pour des concerts. La piste d'atterrissage de Bristol, ce n'est pas aussi longue que ça suite au Concorde, c'est suite au Brabazon. Il a fallu démolir 200 morts, un au début de la piste et un à l'autre bout, pour la faire. Bon, l'idée, c'était de faire un avion pour transporter à grand luxe les hauts fonctionnaires aux quatre coins de l'Empire britannique. Bon, vous voyez des photos de l'intérieur.
l'avion n'intéressait à personne. Les coûts d'exploitation étaient ridicules. Donc, ils ont fait voler le premier avion, ils ont fait les tours des Finbro. C'était la fin du projet, malgré l'implication personnelle de Lord Brabazon. Et les Vickers VC-10. Bon, les gouvernements britanniques avaient très mal vécu la crise du Comet. Ils se sont dit, il faut restaurer notre réputation. Donc, on va faire un nouveau avion britannique, avec des moteurs britanniques et avec des systèmes britanniques. C'était les VC-10. Cet avion a toujours le record de la traversée subsonique la plus rapide d'un avion de l'Atlantique pour un avion des passagers. Et les passagers l'aimaient bien. La Royal Air Force en a acheté 14 qui ont été utilisés comme avions ravitailleurs. On a vu quelques-uns, au moins un, ici à Toulouse, à Saint-Martin. Bon, les essais en vol ont mené à une nouvelle conception, un redesign de la voilure. Et l'atterrissage automatique a été supprimé. Mais ce qui a mené le scandale, c'était que le président de la compagnie aérienne, la BEAC, a dit « Mon job, c'est de gagner de l'argent en transportant des passagers. Mon job, ce n'est pas de faire des subsidies, de subventionner l'industrie aéronautique. » Et un autre avion très peu connu, le Shanghai Y-10, c'était une copie chinoise du 707 à partir de ce qu'on appelle ingénierie réversible au revers et à partir de l'épave d'un avion qui s'est crashé dans les montagnes chinoises. Au début, ils comptaient utiliser des moteurs chinois, mais finalement, ils ont reconstitué des moteurs, le même moteur d'origine du 707 par des pièces détachées, ce qui est curieux. Bon. Les pourquoi de cet avion, bon, copier un avion vieux de 15 ans, soit, mais bon, c'était le rêve d'un monsieur qui s'était appelé Wang Hongwen, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, et oui, il voulait avoir son mot à dire dans l'industrie aéronautique. Et ces messieurs étaient un des membres des clubs de 4, la bande des 4. C'est les groupes des gens qui gouvernaient de facto la Chine dans les dernières années de Mao. Bon, donc, et Mao est décédé, et la bande des 4 est tombée en disgrâce, ils sont allés en prison, et du coup, le projet a été arrêté. Ils ont mis quand même 200 à l'arrêter. Et en 1985, l'usine s'est mise à fabriquer des MD-80. Et on va finir avec les chapitres 7, mauvaise préparation. Vous voyez un tableau du pont sur les rangs Arnhem, dans le cadre de l'opération Market Garden, qui a été un échec cuisant des Alliés, suite à une mauvaise préparation. C'est-à-dire que le moins pardonnable, c'est de mal lire les marchés, de ne pas anticiper les mouvements de la concurrence ou de faire des planifications irréalistes. C'est bien de faire des challenges, de poser des défis aux équipes, mais quand même avec un certain bon sens. Vous savez, cet avion peu connu, les Convair 880, c'est l'avion des lignes subsoniques les plus rapides de toute l'histoire, notamment la version Coronado, qui était muni de ce qu'on appelle les carottes d'écuquement pour contrôler l'onde de choc à l'estrado de la voilure. Et aussi, on peut transporter des carburants. Et Convair s'était engagé à faire un avion qui pouvait faire des côte à côte des États-Unis avec vent en face. Bon, cet avion, les clients n'ont pas aimé les 5 de front. Il était équipé par des moteurs General Electric qui étaient plus gourmands que les moteurs Pratt & Whitney du 707. Boeing a contre-attaqué avec un 707 plus court, les 720. Bon, donc les marchés des niches n'étaient pas là. Et Convair a dû déclarer 185 millions de pertes. Mais vous pouvez voir cet avion dans un des visuels de tentant vol 714 pour Sydney avec les couleurs de la compagnie Garuda. Les DC-10, donc il faut parler ensemble avec les Lockheed TriStar, c'est ce qu'on appelle la guerre des multicouloirs, c'est-à-dire l'essai des Douglas et des Lockheed pour entrer dans les marchés du 747. Bon.
Les DC-10 étaient les successeurs multicouloirs du DC-8. Et l'objectif, c'était d'être premier dans les marchés, d'être avant Lockheed. Et ils ont mis 40 mois entre le lancement du projet et l'entrée en service. Si vous regardez une courbe du temps de développement, des trains entre les développements et l'entrée en service, ça sort de tout. Ça défie toute logique. Mais à force d'aller trop vite, on oublie parfois l'essentiel, les fondamentaux. Il y a eu de crash suite à des problèmes liés à la conception du mécanisme de déverrouillage de la porte cargo. Après, l'avion, c'était pas un prodige, et la finesse aérodynamique est très très basse, c'est de l'ordre de 13 ou 14, alors que la Caravelle, c'est des 22, c'est des planeurs. Et ils avaient besoin de vendre 438. Ils sont vendus 386, dont 60 pour la force aérienne américaine. Donc, les marchés est très tout petit pour 3. Voyons à son tour Lockheed. Lockheed, ils ont développé les premiers avions équipés par un moteur à réaction à 3 turbines, à 3 courbes, vous l'appelez comme vous voulez, les RB211. Et l'ambition des Lockheed était l'excellence. Si Douglas allait être le premier en temps, eux, ils allaient être les meilleurs en excellence. Un avion avec un moteur révolutionnaire, plan de titane, système super moderne, cabine plus large, et surtout les moteurs du milieu. Les DC-10 et les TriStar sont des trimoteurs. Les moteurs du milieu avec un conduit en S qui est compliqué. Bon. Mais Rolls a fait faillite. Carrément faillite pour développer ces nouveaux moteurs. Et donc, elle a été nationalisée. Ça a retardé les livraisons. Mais en fin de compte, les compagnies aériennes pouvaient acheter un DC-10 qui était un avion plus mauvais, mais beaucoup moins cher. Ou ils avaient aussi l'option de payer un peu plus cher et acheter un 747 qui était un bien meilleur avion. Bon, il n'a eu que 250 de fabriqués. L'année de la fermeture du projet, les charges ont divisé par 2 les profits des Lockheed. Et Lockheed, c'est une compagnie qui, son premier négoce, c'est les militaires. Ce n'était pas les civils. Donc, ils ont bouffé tout ce qui gagnait dans les militaires. En plus, ils sont allés au Congrès demander de l'aide. Et là, si quelqu'un a le temps et l'envie, parce que c'est dans le public, les séances du Congrès étaient animées. De toute façon, c'était la fin de Lockheed comme fabricant d'avions civils. Et la conclusion est la même. La conclusion est la même. Les marchés n'étaient pas assez importants pour les TriStar et les DC-10. Les Mercure, c'était conçu pour le vol court courrier. C'était censé avoir la même capacité que la Caravelle, mais avec un peu plus de capacité de frais. Les montages étaient semblables à celles qu'on verrait à Airbus. Il y avait des tronçons qui étaient faits par Fiat, CASA, et qui étaient faits sur les fuselages, Sapka en Belge et MN. Et vous vissez plus de 300 avions. Mais ça n'a pas été le cas. D'abord, les marchés, l'avion était très optimisé et était tellement optimisé. On ne va pas dire que les Dassault ne savent pas faire des avions, hein, mais était très optimisé. Il n'avait pas des marges de croissance et des marges d'évolution. Et les marchés n'étaient pas pressants. Ensuite, Air France a dit au gouvernement, mais écoutez, nous on a Boeing, on aime bien. Je sais qu'Air France aime bien Boeing. Hein, et on a les Airbus, on ne va pas avoir 3 avions. Donc Air France n'a pas pris cet avion. Et ensuite, les coûts de développement sont plus élevés que produits, les coûts de fabrication aussi. Et il a eu l'inflation. Et donc, pour les prix d'un Mercure, les compagnies pouvaient acheter 3 727. Donc, il y en a eu qui disent 11 de fabriqués. Et Ranter les a utilisés. Moi, j'en ai pris un une fois pour faire Paris-Toulouse. Et les derniers avions de ce soir, c'est les VFW 614. Je ne sais pas si vous êtes allé à Brême. La dernière fois que je suis allé à Brême, il était toujours en exposition là-bas. C'est un avion fabriqué, construit à Brême.
avec les moteurs sur les voilures, ce qui est très rare, il y en a très peu. Vous voyez ici cet avion d'affaires, l'Honda-Jet, qui a les moteurs sur les voilures. Pourquoi? Parce que le but, c'est de faire un petit avion à réaction pour transporter les passagers des petits aéroports aux gros aéroports, où ça allait prendre des plus gros avions, long courrier. Et l'effet d'avoir les moteurs sur la voilure, ça permettait un accès facile. On n'avait pas besoin de passerelles pour monter dans l'avion. Et en plus, la voilure protège le reste du monde du bruit. Donc c'était un avion silencieux. Après, pourquoi ça n'a pas marché? Bon, les projets ont été lancés avec un nombre limité de commandes. Ensuite, ils se sont trouvés avec Rolls qui a fait faillite. Ils ont eu de leurs problèmes avec un prototype qui s'est craché suite à un flottement la gouverne des profondeurs. Les marchés n'étaient pas prêts pour un petit avion à réaction de 40 passagers. Mais il y a ici une autre chose. C'est que les mauvaises langues disent que les Hollandais, qui s'étaient occupés des ventes d'avions, la conception et la fabrication se faisaient en Allemagne, les Hollandais ont favorisé la vente des Fokker. Ils n'ont pas vendu cet avion. Et c'est pour cela qu'après, les Allemands ils ont pris sa revanche lors du cas du Fokker 70. Bon, on arrive à la conclusion, et la conclusion, c'est quand même du bon sens. La plupart de ces cas qu'on a vus n'auraient jamais eu lieu si les dirigeants avaient suivi les règles d'or du dirigeant. Et j'en ai pris 3 du magazine et d'Economist. Être économe, être honnête et être préparé. Mais si on devrait faire un nouveau avion, quand même, d'abord il faudrait explorer qu'il n'y a pas de changement de paradigme. Ensuite, bien lire les marchés, puis faire une planification réaliste, même s'il y a des challenges, mais qui soit réaliste, et finalement mener à bien les projets. Et je voudrais terminer avec cette photo. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un avion qui a 3 triplans. Il y avait 8 moteurs. Cet avion, les Capronissimo, il a bien fait son premier vol, le 12 février 1921. Et lors du deuxième vol, les lestes n'étaient pas bien assurés. Et il s'est déplacé, les centres de gravité s'est déplacés. Et finalement, l'avion est sombré dans les lacs. Mais vous le voyez, c'est rigolo. Et on le voit dans les films de l'animateur japonais Miyazaki. Bon, c'est tout pour ce soir. Bravo pour l'excellente histoire que tu nous as livrée. Et j'ai remarqué effectivement une certaine difficulté de classer certains revers dans une catégorie ou dans une autre. On a tous réfléchi, on s'est dit on aurait pu le mettre là et là, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de nous avoir raconté et d'avoir fait cet effort qui est remarquable, José. Merci beaucoup. Bon, on va passer maintenant avec les remarques que je viens de faire sur le positionnement, etc. Des remarques que vous pouvez avoir vous-même sur la présentation de José ou des questions particulières. Qui se lance. Non ? Ça a été clair apparemment. Oui. Effectivement, merci pour cette excellente présentation. Et en plus, extrêmement variée. Et donc, merci. Je vais revenir sur les coûts, l'évolution des coûts. Donc, vous avez parlé de l'aviation civile. Dans le domaine militaire, les évolutions des chasseurs, c'est encore pire. C'est la fameuse loi d'Augustine qui dit qu'un jour, on ne pourra plus développer qu'un seul avion quand on regarde l'évolution des coûts de ces avions. Ça, c'était juste un petit rappel. Sinon, si on retourne vers l'avenir, on voit une floraison, effectivement, de concepts sur des avions taxis, l'électrification, la réduction de l'empreinte carbone, etc.
Comment est-ce qu'on peut transposer le passé à ces nouvelles problématiques? Là, je suis quand même déterministe. Je pense que les avions, la configuration queue à l'arrière, voilée au milieu et fuselage cylindrique, ça, je ne vois pas de raison pour qu'on s'éloigne. Et si vous voyez, même la plupart des avions qu'on a vus, la configuration est la même. Mais c'est vrai que, à part les 4 principes que je vous ai dit, si on fait un nouveau avion, le nouveau avion qu'on fera, à un moment ou l'autre, on essaierait que ce soit moins gourmand. Tu sais qu'il y a les tout électriques, il y a un vrai débat. Est-ce que ça sera un changement de paradigme? Si jamais on fait des super batteries, probablement. Mais moi, je pense ne pas avoir une réponse claire à votre question. Si on va vers un nouveau concept, il faudra bien bétonner qu'on a suivi les processus de calcul, des conceptions, et qu'on a bien étudié toutes les possibilités, tous les cas de panne. Après, on verra que si on peut mettre des batteries sur un avion pour traverser l'Atlantique. Personnellement, j'en doute, mais ça n'engage que moi. Sinon, dans des choses plus classiques, l'avenir du transport supersonique, donc qui semble toujours, on en parle, mais rien ne sort apparemment. Et puis aussi le concept des ailes volantes. C'est des concepts qui ressortent régulièrement, et les problèmes de stabilité, des choses comme ça, mais qu'on voit jamais déboucher. Est-ce que ce sont des projets mornés à l'aune de vos critères, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui expliquent ces difficultés? L'aile volante, c'est que j'ai compris que c'est un problème d'évacuation. C'est ce qu'on peut faire sortir tous les passagers en 90 secondes d'une aile volante. Sur un fuselage cylindrique, on sait que oui. Alors pour les supersoniques, c'est un sujet plus compliqué parce que ça rentre dans les domaines du moral. Dans ces papiers que je n'ai pas lus, j'ai écrit les Concorde, les émissions des Concorde, kilos de CO2 par passager par kilomètre, sont plus basses qu'un avion d'affaires subsonique. Après, moi personnellement, je suis contre les avions d'affaires. Et personnellement, j'estime que voler un supersonique, ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est un choix moral. Oui, bonjour. J'étais un peu surpris que vous n'évoquiez nulle part ni la vitesse, ni le Mach. J'ai vu aussi que dans les projets que vous avez passés en revue, on se retrouve avec des avions jusque dans les années 50, même un peu après, toujours avec des ailes droites, en particulier quand il y a des turboprops. Est-ce que donc les questions de vitesse et Mach, c'était sans importance pour personne, ou est-ce que ça a été un moment, peut-être un élément décisif? On a vu les Convair, les Coronado, oui. Après, mais je pense aux avions anglais en particulier, avec leurs ailes droites, qui ont duré très longtemps quand même. Oui, mais ils ont duré très longtemps parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le mur du son. et rappelez-vous, à l'époque, au Boeing, on travaillait sur les 380, on nous disait oh, les Sonic Cruiser, on va voler à Mach 0,97, 98. Après, on a vu que c'était de l'intoxication. Les murs du son, dans les années 40, il y avait des gens qui pensaient vraiment que c'était un mur, que les avions allaient être détruits. Donc c'est quand même merveilleux. Hein. Vous passez le mur du son et tout d'un coup, l'aérodynamique change radicalement. Tout va plus facilement. Et ça, je pense que même dans les films de l'étoffe de Serrault, on le voit très bien lorsque Chuck Yeager passe le mur du son. Mais c'était quand même quelque chose. Oui. Comment classez-vous le 737 MAX ? Ça aurait dû faire partie parce que ça a créé un dommage non négligeable à
à la réputation des Boeing. Oui, après, ils arriveront à les vendre, mais c'est quand même... non, ils sont, heureusement qu'ils savaient les militaires. Mais ils ont eu des pertes, des grosses pertes, oui. Oui, ça devrait en faire partie. Parce qu'à partir d'un moment, toutes les décisions qui sont prises ont été les mauvaises. Merci Rossé. Et comment classes-tu les A340, 500, 600 ? Mais quand même, Lufthansa, ils les utilisent. Les gens d'Iberia étaient ravis. Hein. Les gens d'Iberia étaient ravis. Donc, est-ce qu'on a perdu de l'argent? Moi, je dirais que non. Et bon, ben après, c'est toujours A340. La différence entre la 318, c'est A318, pas 319-50. Je vais en parler parce que j'étais mouillé là quand même. Là. Merci, j'apprécie. Non, alors en fait, l'idée qui avait été développée chez Airbus, c'est que le 777 ne pouvait pas se développer en termes de, au-delà de ses capacités du moment, parce que le GE90 était supposé être limité. Et donc, on voulait, avec la 340, 500, 600, on voulait passer au-dessus de ses capacités d'emport de passagers et de rayon d'action. Mais il s'est trouvé que General Electric, qui n'est plus notre ami depuis quelques années, a fait le nécessaire pour développer un beau moteur et permettre donc au 777 de passer au-delà. Et ce sont les nouvelles versions du 777 qui ont en fait amputé notre marché, qui avait quand même certains avantages, dont le survol sur l'Himalaya pour des grands rayons d'action. Mais les nouvelles lois ETOPS 240 ont ôté notre supériorité sur le cas de survol des reliefs en cas de panne moteur. Dans la continuité de la première question, est-ce que la propulsion par l'hydrogène remplit les critères que vous avez définis au départ? Je préfère ne pas répondre à cette question. Attendez, on va parler de l'hydrogène. Une seconde. On parlait de l'intervention de ministres. Je connais dans un pays européen dont le nom commence par F, un ministre de l'économie qui a mis une pression maximale pendant des années sur le patron d'un constructeur d'avions, pour ne pas dire Airbus, en exigeant que les recherches soient orientées essentiellement sur la propulsion par hydrogène, en oubliant quand même certaines propriétés de l'hydrogène qui ont conduit progressivement à pouvoir faire apparaître certains inconvénients et repousser l'application en question sur d'autres types d'avions que les gros avions de transport pour les questions que l'on sait. Et donc, c'était le cas, ça a failli être, mais enfin, non, le patron en question a su résister, où il y avait une pression d'un ministre, je vais dire, mal conseillé, pour être correct. Merci Alain. C'est vrai. Non, mais il y a des choses que je préfère, que je ne devrais pas dire, que je sais. Donc, même si je n'ai même pas signé un NDA. Oui, merci. C'est absolument fascinant, votre exposé. On se perd un petit peu dans les dates, vous voyez, parce que on revient en arrière, on va en avant, etc. Ah, ça serait pas mal si on avait une espèce de chronologie. Alors, moi, je pense que c'est paradigme. Tous les avions qui nous ont été exposés, c'était pour l'Occident et quasiment Europe, États-Unis. Basiquement, et puis après, quelques endroits privilégiés, mais on connaît les routes, les grandes routes bien denses, on les connaît toujours les mêmes, entre les grandes mégapoles. Alors qu'aujourd'hui, d'après ce que je crois comprendre, les ventes d'avions massives, c'est dans
d'autres pays, d'autres continents, d'autres sous-continents hein, que ceux qu'on a l'habitude de fréquenter, qu'on a vus visés par les projets que vous avez présentés. Alors, est-ce que ce changement de clientèle, car c'est un changement de clientèle fondamental, est-ce que ça va amener d'autres concepts d'avions, parce qu'il faut que les compagnies gagnent de l'argent avec l'avion qu'elles utilisent, qu'elles exploitent. C'est tout un système. Et donc, ce que je me demande, c'est si l'intégration de l'avion, qui est un élément du système de mobilité, peut changer l'approche, par exemple, sur... Alors, on parle du Mach, on s'y dispute 0,86, 0,84. Moi, je dis il faut prendre 0,43. Il faut prendre la moitié. Mais c'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'on va dans un nouvel univers du transport aérien? Mais je dirais que probablement pas, parce que le nouveau marché comme l'Inde viennent à s'ajouter au transport aérien, mais par un changement sociétal des mentalités. Effectivement, si on pollue 50% moins et on met 1 heure de plus pour arriver, pourquoi pas? Moi, personnellement, ma plus grande peur, c'est qu'on revienne à la situation des années 20, pardon. C'est qu'il n'y a que les riches qui puissent voler. Et qu'on soit tous, même un scénario, chacun s'est fait peur comme il veut. Imaginez-vous un scénario où on a tous notre quota des tonnes de CO2 et que les gens qui ne vont jamais prendre l'avion, ils les vendent. Et donc les gens qui ont les moyens pourront acheter ces quotas et pourront continuer à prendre l'avion. Moi, arriver dans un monde où l'aviation deviendrait quelque chose pour les riches, c'est mon pire cauchemar. Je vais essayer de prolonger ce que mon confrère vient de dire. L'Académie va mettre en place en 2026 une conférence qui sera organisée à la fois par elle et par le continent africain, c'est-à-dire la direction générale de l'ensemble des opérateurs, et qui a un credo, c'est de dire l'Afrique a besoin de se développer. Et elle a besoin de l'aviation. Sans l'aviation, elle n'arrivera à rien. Donc, il s'agit donc d'un aspect non seulement sociétal, mais un aspect réellement économique. À ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que des grands constructeurs visent, dans le terme qui serait à définir, un type de produit qui serait spécifique au développement de ce continent? C'est un peu ta question que j'essaie de traduire sur cette spécificité africaine. Merci. Bon. Je pense que ils ont eu... Merci. Ok. Ben écoutez, voilà. J'allais. Merci José. Et allez sur Internet pour voir les ouvrages qu'il a pu rédiger et écrire, qui sont toujours intéressantes. Merci. Bon.